Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Je me souviens aussi, moi, ce qui m'a frappé dans cette époque d'Auto Plus, c'était la démesure des sujets. Et j'ai souvenir par exemple d'un sujet où il y avait tous les breaks du marché à l'essai, avec une photo d'ouverture sur un viaduc de l'autoroute A40 qui n'était pas encore ouverte. Oh là là, c'était pas des breaks, c'était toutes les voitures françaises à l'essai. Et je crois que c'est resté un record assez longtemps, je sais pas s'il a été battu. On avait essayé sur l'autoroute de Nantua, qui n'était pas encore ouverte au public, on avait essayé, je crois, plus de 80 voitures. 80 voitures. Et je crois que, je sais plus si c'était une grue ou un hélicoptère, mais pour voir les 80 voitures, il fallait être très haut. Oui. Et donc, on avait l'autoroute, on avait les 80 voitures, on avait, je crois que c'est Bernard Asset qui a fait la photo. Ça reste un record. Mais on aimait bien faire des vrais comparatifs parce que quand on veut s'acheter une voiture sportive ou un break ou un coupé ou quoi, il faut qu'on les compare. Donc on les comparait tous. Et puis c'était pas jusque là les comparatifs, c'était 3 ou 4 voitures dans tous les magazines. Et nous, on faisait des comparatifs à 80 bagnoles. Je comprends que les gens, ils sont précipités, quoi. Mais il y avait aussi une façon de voir les choses. Il fallait l'illustrer. Il y avait un photographe qui s'appelle toujours Dingo, et qui avait une façon magnifique d'illustrer les sujets. Parce que les sujets, on les faisait vivre. On avait un vrai service photo qui était dirigé par Jean-Michel Psaïla. Et on travaillait la photo vraiment profondément. C'était des voitures à vivre, mais dans le canal, elles étaient à vivre. Je me souviens qu'il y avait on a fait très tôt la Maruti. Maruti 800, oui. C'était une voiture, la Maruti, c'était la première voiture indienne, en tout cas produite en Inde. Et comme moi, un de mes ancêtres était indien, et que je porte un nom indien, Jean-Michel Psaïla m'a dit, tiens, c'est toi qui viendras faire la photo. Tu viendras commencer à faire la photo. Non, tu seras sur la photo. Et on avait loué à un cirque un boa et un petit tigre, et je me suis retrouvé sur une piste de cirque avec un boa autour de moi et puis un tigre à côté. Donc franchement, j'étais pas fier. T'en es pas large. Mais on singeait l'Inde, quoi. Et Dingo nous a fait des photos pour des coupés sportifs. Il les suivait dans un petit avion qui suivait les voitures, mais l'avion il a failli décrocher. On les faisait, c'était du vrai, c'était pas du chiquet, c'était pas un truc sur Photoshop. Ça se passait vraiment, quoi. Et je me souviens surtout d'une photo de Dingo, justement. C'était pour la Renault 1916S, prise sur une piste d'aéroport avec ses concurrentes, avec 3 avions de voltige en rase-note. Et je crois qu'il a failli se faire arracher la tête. C'était pas des coupés, c'était des voitures sportives. Il a failli se faire décapiter, je crois, Dingo, d'ailleurs. Oui, parce que c'est comme Belmondo, il faisait lui-même les cascades. C'est ça. Ouais, Dingo, il faudra que je l'invite aussi, parce que effectivement, c'est un personnage incontournable. Quand Dingo, c'est l'un des plus connus des photographes français. C'est autant Bernard Asset connu pour la Formule 1, autant Dingo pour le produit. Ça reste une pointure totale. Et puis il y a une patte, on reconnaît tout de suite une photo de Dingo. On sait que c'est une photo de Dingo. Ouais. Un des autres points forts d'Auto Plus, c'était les scoops. Alors justement, j'ai Nicolas qui demande: comment on achetait les photos volées à l'époque, à qui, et surtout comment les constructeurs réagissaient. Alors moi j'imagine une scène façon gorge de profonde, les hommes du président, rendez-vous dans un parking souterrain, échange d'enveloppes, comment ça marchait ? Ça marchait, à peu près de cette façon-là. Un jour on avait acheté des photos à un ingénieur qui était arrivé au journal avec une fausse barbe, et on ne voyait que lui, avec sa fausse barbe. Ce qu'il y avait pour ces scoops, c'est que tous les scoops se faisaient différemment. Quelquefois on les achetait, quelquefois on allait les faire. Et Jean-Michel Psaïla et d'autres pigistes, ils ont failli se faire bouffer les miches par des chiens, etc.
un soir, ils m'ont amené, je crois que c'était pour c'était pour le Break Nevada, pour me montrer la façon dont ils travaillaient. Et puis, moi, j'étais trop content de voir ça. Et j'étais retourné 2 ans après. J'étais passé il y avait plein d'arbres. Ils avaient rasé tous les arbres. Pour qu'on puisse plus se cacher, quoi. Les constructeurs, ils étaient fous furieux qu'on montre leurs projets secrets, quelquefois 4 ans en avance. Christophe Bonneau avait le génie il connaît parfaitement le design, et dès que je lui apportais des photos, il écrivait des papiers de 4 pages dessus, quoi. Et la Clio, il me le rappelait récemment, parce qu'il écrit un bouquin en ce moment sur les scoops automobiles, et il me rappelait que la Clio, on avait été les premiers à montrer les photos 4 ans en avance. Je crois même que le style n'était pas encore figé quand on a montré la première Clio. Et ça, c'est un scoop qu'on avait fait nous. Ouais. Il y a quelquefois on achetait à l'étranger, parce que on travaillait en étroite collaboration avec Autobild, qui produisait eux-mêmes des scoops, et quelquefois on leur en achetait. Il y avait Lehmann qui était un peu le Bono allemand, et qui dès qu'il y avait une nouvelle voiture, il la faisait. Et à partir de là, les constructeurs ont commencé à maquiller beaucoup plus les voitures, alors qu'avant ils allaient faire des essais à Kiruna, ils masquaient pas les voitures, quoi. C'était vraiment facile à faire, mais il fallait se pencher dessus, quoi. Il fallait avoir l'info, mais après ils mettaient des camouflages. Au début il n'y avait pas que couper les arbres, hein. Ils mettaient des camouflages sur les voitures, etc. C'est devenu de plus en plus difficile, mais Christophe Bonneau avait plus d'un tour dans son sac, et on s'est mis à dessiner les voitures parce qu'on avait les infos, donc on pouvait les dessiner, parce que avant de les construire, on les dessine. Donc voilà, il y a de multiples façons de faire des scoops automobiles. Il y avait de multiples façons de faire des scoops automobiles. Aujourd'hui, je ne sais plus si ce serait aussi facile, mais par le dessin, il y a moyen de bien bosser. Et puis, il y a des moyens de bosser qui sont avec Internet et Photoshop. On peut faire des choses beaucoup plus facilement aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de loi. C'est les scoops, les nouveaux modèles, on peut toujours les présenter, parce que à force de côtoyer les ingénieurs, etc., c'est les informations avant tout qui nous permettaient d'en faire. Alors donc toi initialement tu étais le passionné de compétition automobile, les voitures de tous les jours ça t'intéressait moyennement. Est-ce que le fait entre l'Automobile Magazine et Autoplus, de te plonger à fond dans la voiture, en plus pour le coup, Autoplus, on se met à la place du conducteur, on vulgarise et tout, donc on parle vraiment de toutes les voitures. Est-ce qu'à un moment, tu as commencé à te prendre de passion pour la chose ? Pas pour la chose, mais pour la presse. J'ai eu 3 passions dans la vie, moi: le sport automobile, la presse, et ensuite l'Ayurveda. Donc c'est une chance inouïe. Il y a des gens qui ont 0 passion dans la vie. Moi je dis que grâce à ça, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai fait que des choses que j'aimais, quoi. C'est quand je me suis intéressé aux journaux, il y a eu en fait, mon père à un moment habitait Washington, et le bloc à côté, il y avait un canard qui s'appelle le National Geographic. Et j'étais allé le voir, évidemment, j'adorais les journaux. Et le National Geographic, c'était un building. Il y avait au rez-de-chaussée, il y avait le LEM d'Apollo 11 qui avait atterri à l'Uni. Et il y avait plein d'écoles qui visitaient. Au premier étage, il y avait ils vendaient des collections entières du canard en américain, et puis dans toutes les langues. Il y avait des éditions étrangères, il y avait des bouquins, il y avait des cartes.
Ils faisaient des cartes, l'équivalent de l'IGN aux États-Unis, c'était fait par National Geographic. Et puis ils faisaient des cassettes, et puis ils faisaient des encyclopédies, ils faisaient des... Bon, bref, je vais pas... c'est National Geographic, c'est connu dans le monde entier. Et moi, mon rêve, c'était de faire un peu la même chose avec un canard automobile en France. C'est-à-dire de faire un canard, de faire des hors-séries, de faire des livres, de faire des... On a fait des tas de choses avec Auto Plus, on a fait des petits suppléments extérieurs, on a fait des hors-séries, ensuite à Auto Live, on avait un CD-ROM vidéo qui était l'ancêtre du DVD. Enfin, tout ceci pour te dire que mon rêve de faire National Geographic en France dans la presse automobile, je l'ai fait en plusieurs canards au lieu de le faire en un seul. Mais des Grands Prix internationaux, on le faisait au début en 4 langues, puis c'est devenu en 6 langues, parce qu'on a rajouté en cours de route deux autres langues. On a rajouté le hollandais et l'espagnol. Avec Auto Live, on a fait ce CD-ROM vidéo. Avec Auto Plus, on a fait on avait il y a eu des éditions étrangères, parce qu'il y avait Autobild en Allemagne, il y avait Auto Plus en France, il y avait Auto OG en Italie, il y avait Auto Express en Angleterre. Et ce qui avait de bien, c'est que chacun était autonome. Chacun faisait son canard pour son pays, pour son public. Ça, c'est la façon intelligente de faire les choses, la mutualisation des choses, c'est-à-dire on traduit, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Mais ça a très bien marché dans chacun des pays. Et dans chacun des pays, ces canards sont devenus leaders. C'était la preuve que c'était une bonne façon de faire et un bon concept. Donc tout ça mis bout à bout fait que j'ai presque réussi à faire mon rêve, quoi, qui était qui était National Geographic, quoi, mais en plusieurs canards. Bon, alors malheureusement l'expérience Auto Plus, elle n'a pas duré une éternité. Tu es parti quand EMAP a racheté ? Oh là là, oui et non. EMAP a racheté un groupe où il y avait 33 titres, et je suis sûr, je suis l'avant-dernier à être parti. Au contraire, je suis l'un des deux derniers qui a résisté. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que EMAP, ils vendaient pas des journaux, ils faisaient de l'argent. C'est une logique thatchérienne ultra-libérale qui était la leur, mais qui n'était pas la mienne. Notre canard avait beau bien marcher, ils ont arrêté la promotion, par exemple. On avait un studio où on photographiait nos chaînes de neige et nos huiles qu'on comparait, parce qu'on faisait des comparos, pas seulement de voitures, on faisait des comparos de tout ce qui fait tout ce qui vit autour de la voiture. Il l'a fermé parce que le loyer était trop cher. Il nuisait à notre outil de travail, quoi. Et bon, je résistais quand même, parce que le canard ne m'appartenait pas, mais je défendais le canard quand même, qui leur appartenait. C'était ça le paradoxe. Et j'ai résisté pendant mon Dieu, une bonne année, et puis il provoque un déménagement pour aller 1 kilomètre plus loin, quoi, parce que le loyer était moins cher, et parce que on quittait Paris, on était à la frontière de Paris, on était à Issy-les-Moulineaux, donc ça coûtait moins cher, et en plus c'était un immeuble. Ce qui a mis ce qui a fait exploser les choses, c'est que c'était pour faire des entrepôts, et il nous a tous installés là. 100 mètres de clim, et c'était l'été. Et il y a des gens qui ont commencé à s'évanouir tellement il faisait chaud. Et j'ai déclenché une grève, à bulletin secret, dans la rédaction, en disant ça va bien de nous traiter comme des bœufs, il faut qu'on réagisse. Le déménagement, c'est nous qui l'avons terminé. Les armoires, c'est nous qui les avons trimballées. Alors je suis pas contre trimballer des armoires si on perdait je ne sais combien par an. Mais notre canard se portait bien, et se portait bien parce que il y avait de la promo, parce qu'il y avait un studio, parce qu'on avait des bureaux clairs, parce que tout allait bien. Résultat, le journal se portait bien. Et que si on nous faisait faire un canard dans des entrepôts, au lieu de
penser à nos lecteurs, de trimballer nous-mêmes les armoires bref, je lance cette grève et à bulletin secret, hein, je répète. Et on était une quarantaine ce jour-là et il y a eu 40 oui. Et on s'est mis en grève, illimité, sans préavis. Oh, j'étais fou. Ah ouais, sur un hebdo, oui, ça casse un peu la mécanique. L'éditeur qui nous adorait et qui adorait notre canard, il est venu me dire, mais vous êtes fous, allez, sortez-le ce canard là. et puis c'est pas, moi je dis non, on le sort pas. C'est pendant un an, le nouvel actionnaire nous a rogné les ailes, et ben on ne peut plus décoller. On était vraiment en pétard. Et puis, il n'y avait pas que moi, hein, tout le monde a dit, vraiment. J'ai eu un score, c'est la seule fois de ma vie que j'ai déclenché une grève, et c'était un score bocassien, quoi. 40 oui, quoi, sur 40 présents. Mais l'actionnaire anglais a braqué un fusil sur ma tête et a tout fait pour me harceler. Parce que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, moi je montais au créneau, hein, je me battais pour mon canard. Par exemple, on avait moins de place pour nos voitures d'essai. Moins de places de parking, parce que ça coûte cher les places de parking. Ouais, non mais ça continue aujourd'hui. Hein, mais oui, mais ça devient... Mais oui, mais à combien ils vendent aujourd'hui ? À force d'avoir fait ça pendant 10 ans. Moitié moins qu'à l'époque. Mais 3 fois moins. Je le dis avec beaucoup de peine parce que moi je serais ravi qu'ils aient continué à vendre 350 000 voire plus. C'est donc un beau jour, j'en ai eu tellement ras-le-bol que j'ai posé ma dème. J'ai négocié mon départ. Je suis pas parti les mains vides. J'ai négocié mon départ. Et je suis parti. Il y avait encore un seul rédacteur en chef qui était encore là au départ et qui était encore là à l'arrivée. Je me souviens que mon ami Philippe Lemoine, qui faisait l'autojournal, parce qu'ils ont racheté l'autojournal aussi, à chaque fois que je faisais du bruit dans les couloirs, il me disait mais calme-toi, mais tu vas te faire virer, tu vas voir. Et il était viré 6 mois avant moi, et sans indemne. Oui. C'est dommage, j'aurais pu y rester peut-être 20 ans, j'y suis resté 10 ans. Sur ce, comme j'avais bien négocié mon départ, j'ai lancé mon propre journal qui s'appelait Auto 30 jours, qui est redevenu un mensuel. Je suis parti avec une partie de la rédaction. Mes indemnes, ça a servi à ça. Je ne les ai pas mises à la banque, sur mon compte en banque, je les ai mises dans ce journal. Je savais que ça avait très peu de chances de réussir, parce qu'un nouveau canard, hein, c'est déjà à ce moment-là, il fallait se lever de bonne heure pour le faire vivre. J'ai embauché, peut-être un peu trop de monde, j'ai embauché une dizaine de personnes, j'ai créé une association de conducteurs. Oui, j'allais dire, c'est Auto 30 jours, c'était plus qu'un magazine, c'était un organe de défense des conducteurs aussi. Ah ouais. Mais raisonnablement, c'est-à-dire... j'ai essayé de bosser avec les motards en colère pour dès qu'il y avait des choses de sécurité routière qui n'étaient pas bien faites, nous on hurlait. J'étais patron du Canard, j'étais rédacteur en chef, j'étais directeur commercial, c'est moi qui vendais la pub, j'étais patron de l'association, tout ça c'était beaucoup trop, quoi. Ouais. Mais ça reste une grande joie parce que ça aurait pu, il y a beaucoup de canards qui sortent 1 numéro, 2 numéros, 3 numéros puis qui s'arrêtent, et nous, mois après mois, on continuait à sortir et avoir un contenu de rédaction. C'était il y avait la grande bulle internet à ce moment-là. La grande Internet voulait avoir du contenu. Nous, on avait le contenu, mais on n'avait pas les sous. C'est un moment, Michel Hommel au salon de l'auto me dit c'est bien ton canard, est-ce qu'on peut s'associer?
Nous, on était quasiment exsangues en sous, pas en page, mais en sous. Et je dis, mais bien sûr, Michel, et donc on fait un 50-50, on s'associe à 50-50, et on continue à faire le canard. C'était un mensuel, c'était un magazine pour le coup, et qui avait largement sa place, parce que au bout d'un an et demi, ça marchait bien. Mais AutoPlus nous a fait soudain un procès, mais pour aucune raison. C'est pour nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Nous fait un procès pour plagiat. Il nous accusait de commencer le canard avec un sommaire. Mais à peu près comme 100% des canards. Il nous accusait c'est tout juste, ils nous ont pas accusé de faire un canard sur du papier. Mais vous faites des essais. Tous les canards faisaient des essais. Ils reposaient sur rien. Mais il y avait quand même un procès. Il y avait 80 pages de mais c'était tellement énorme. Un procès bâillon, quoi, comme on dit. C'était tellement énorme. J'étais moi-même allé voir le rédacteur en chef de l'époque d'AutoPlus pour lui dire, mais c'est pas sérieux, retirez-moi ce procès, là on est des journalistes, on n'est pas dans le même canard, mais vous luttez contre votre métier en faisant ça. Bon, il n'a pas voulu bouger, mais il était estomaqué que je vienne le voir, parce que c'était sans employer de grands mots, c'était chevaleresque d'aller voir pour lui dire enlever le procès. J'étais très naïf en même temps. Et quand j'ai essayé on était exsangue, Michel Hommel s'est retiré parce que à un moment il avait besoin de ses sous. Et donc je me suis retrouvé à nouveau sans le sou. Je suis allé tirer quelques sonnettes, mais toutes les sonnettes que j'ai tirées, quand ils voyaient que j'avais un procès avec AutoPlus, ils n'ouvraient même pas le dossier. Ils me disaient non, ça ne nous intéresse pas. Donc ils ont réussi leur coup, et le journal s'est arrêté. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose, parce que à partir de là, il n'y a eu que de belles choses. Il faut toucher le fond pour rebondir. C'était très triste parce que ça avait sa place, mais en continuant un peu plus, on aurait fait un accord avec c'est là sont arrivés les grands sites internet qui avaient besoin de contenu, mais ça a explosé au bout de 3 ans, donc on aurait vécu 3 ans de plus, quoi. Donc ça aurait été reculé pour mieux sauter. Mais ça reste une belle aventure, et une belle aventure de presse. Et bon, en route pour de nouvelles aventures, je me suis retrouvé, cher Vincent. Nous sommes retrouvés à Autolive. Et Autolive, c'était absolument passionnant parce que c'était une nouvelle aventure. C'était un mensuel avec un CD-ROM vidéo. C'est-à-dire que quand les voitures étaient dans le canard, elles étaient aussi elles roulaient sur le CD-ROM vidéo, qui était, pour simplifier, comme un DVD aujourd'hui. C'était YouTube, quoi. Oui, parce que YouTube ça existait déjà. Ah bah non, ça existait pas. Ça n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, tous nos sujets auraient été sur YouTube et on aurait fait un tabac, quoi. Il y a Automoto sur TF1 aujourd'hui avec Anthony Beltoise fait ce qu'on faisait nous ensemble à Autolive. On a fait vraiment des très avec belles choses, Julien, et des très beaux sujets, des sujets magnifiques qui très sont encore aujourd'hui, 20 ans après, sur YouTube. Ça reste une très belle aventure, quoi. Qui s'est pas très bien terminée. Qui s'est pas très bien terminée parce que il y avait, je dirais, il y a eu 2 erreurs stratégiques majeures. Moi, je suis un ancien fan, tu me l'as dit tout à l'heure, et j'étais un ancien fan de sport automobile, et avant d'acheter un canard, je le feuilletais dans le kiosque, et quand il m'intéressait, je l'achetais. Et puis, Autolive, un jour, le patron a dit notre argument de vente le plus grand, c'est le CD-ROM, donc on va le mettre à l'extérieur et on va mettre un blister tout autour. Donc on perdait le feuilleter le magazine. Le feuilletage, le coefficient feuilletage. Et moi qui ai toujours été optimiste et qui ai toujours aimé la presse automobile, il m'a transformé en Cassandre. Je lui ai dit, mais t'es fou, on vendait 60 000, on va perdre 20 000 copies tout de suite. Et on a perdu 20 000 copies tout de suite. On a perdu le coefficient feuilletage. 3 mois plus tard, ou 3 mois plus tôt, je ne sais plus quand on l'a fait, mais pour relancer le canard, il avait descendu le prix, il avait mis en couverture, voilà, comme quoi le marketing ça peut tuer les choses, hein. Il avait mis le prix, je crois,
20 francs au lieu de 22, quelque chose comme ça. Ou, non, c'était même pas ça, c'était 17 francs, 19 francs au lieu de 17. Et donc 3 mois après, il revient au prix unique, qui était de 22 francs. C'est-à-dire 3 francs de plus que ce qu'il annonçait. Et à nouveau, il me transforme en Cassandre en disant on va perdre 20 000 copies. Les gens qui achètent ces canards-là, ils sont à 2 francs près. Et on a perdu à nouveau 20 000 copies. Alors, quand on vend 60 000 copies, on perd 20 000 plus 20 000. À 20 000, ça ne pouvait pas vivre et le canard s'est arrêté. Donc, nous, on se grattait les fesses pour faire le plus beau canard possible sur le CD-ROM et sur le papier. Ces 2 erreurs ont fait que le canard s'est arrêté. Il y en a une troisième. Je dis pas souvent là je suis un peu obligé parce que c'est l'histoire de moi, mais j'avais acheté des photos de la nouvelle Renault Espace, qui est une voiture c'était un beau scoop, hein, elle était jamais sortie. Et il y avait un directeur artistique qui était un petit peu abrupt, disons, gentiment, et il me dit la photo est pas assez bien définie, on va pas faire la couverture avec ça. Et le vendeur de scoop, qui était un vendeur de scoop, est allé ensuite à l'Autojournal pour le vendre aussi en deuxième droit. Et une semaine après sort la Renault Espace que nous on avait mis, que notre directeur artistique avait mis grande comme une pomme, et que l'Autojournal a mis, qui a fait son besoin en pleine couve, et ça marchait très très bien. Et voilà, ça c'est une troisième. On n'avait pas un directeur artistique qui bandait pour l'auto, quoi. Et ça a été un frein pour le journal. Mais par rapport à ça, c'était un problème rédactionnel, et c'est tellement dommage parce que tous ces problèmes cumulés ont fait que ce canard qui était très en avance, il est devenu en retard, et en tout cas il s'est arrêté, quoi. Je crois qu'on tous les anciens d'Autolive gardent un souvenir ému de cette période-là, parce qu'il y avait une ambiance dans la rédaction qui était géniale. On était tous globalement assez jeunes, on était tous très motivés, on se fendait la pêche, vraiment. Mais ce canard n'est pas mort, parce que, pardon de te couper, parce qu'il y a encore une chose qui est formidable, c'est là que Loïc Depailler a rencontré Dorian, Loïc était dans la rédaction et Dorian était au marketing. Ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants, et qui sont absolument magnifiques. Et donc ils perdurent, hein, parce qu'ils sont encore très amoureux l'un de l'autre, et on est tous encore très amis. Donc Puis tout le monde est parti un peu dans sa direction. La plupart sont restés dans la presse auto aujourd'hui. Mais nous on aimait ça, c'est la boîte qui aimait pas ça, quoi. Pour Autolive, ça s'est malheureusement terminé. Je crois, de mémoire, le dernier numéro c'était septembre 2001. Je me souviens, c'était un numéro spécial Francfort. J'avais fait un supplément. Tu m'avais confié un supplément Francfort. Il y avait un truc magnifique avec ce CD-ROM. On était le seul à le faire. Et nous avions lancé une série de. Ça encore, c'est un regret par rapport à ce titre. On avait fait des suppléments avec Matra, qu'on avait vendu, nous, à Matra, que j'avais vendu à Matra, que j'avais vendu à MG, un deuxième, il y en a eu 3 ou 4. Et on faisait un 16 pages sur un nouveau modèle, ou sur une collection de voitures, ou sur le musée Matra, ou basé exactement comme le journal, avec un CD-ROM vidéo, avec le reportage. C'était une façon de communiquer entièrement nouvelle. Mais c'était vendu, hein. Et ben tiens-toi bien, ça n'a jamais été facturé. Comme quoi, il faisait pas les choses comme il fallait pour développer un journal, quoi. Ça suffit pas de dire j'ai un journal. Faut le faire vivre, quoi, dans son contenu et autour. C'est un travail d'équipe au-delà même de la rédaction, quoi. Tellement il y a de choses à développer pour faire vivre un canard. Autolive, c'était le dernier magazine auto dans lequel tu as travaillé. Alors je sais qu'après tu es parti dans d'autres horizons, dans d'autres types de presse. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Oui, parce que j'ai eu de grands bonheurs. J'ai été embauché comme rédacteur en chef à Motojournal.
Oui, je me souviens. Qui était à l'époque le leader sur de la presse moto en Alors France. je précise qu'Eric n'a pas son permis moto. Mais j'ai pas mon permis moto. Il n'est pas motard du tout. Je l'ai dit tout de suite oui, je me souviens. Au président. Et il m'a répondu, moi j'ai dirigé modes et travaux et je sais pas coudre. Donc c'était bien vu. Ouais, mais je le regrette absolument pas parce que j'y suis allé. Si j'étais resté, j'aurais eu mon permis parce que j'avais commencé à le passer. Et j'ai retrouvé l'ambiance de passionné qu'il y avait à Auto Hebdo et franchement je m'y suis plu. Et j'ai encore des amis de Moto Journal. Mais entre le patron du groupe et moi, rédacteur en chef, j'avais un éditeur. Et l'éditeur, comme je connaissais pas la moto, il pensait me mener par le bout du nez, ce qui était une erreur majeure parce que j'aime pas ça. Et quand il a vu que j'aimais pas ça, il a tout fait pour me monter un plan pour me faire virer parce qu'il était complètement écarté du truc, quoi. Ouais. Et il voulait reprendre son bébé parce que c'était lui qui était le rédacteur en chef avant. Et donc c'était très facile parce que moi je me méfiais pas. On avait au-delà pour le titre, on avait embauché une moto au 24 heures du Mans Moto. Ouais. J'avais négocié avec le patron de Aprilia au salon de la moto d'avoir une moto gratuite et un développement gratuit. J'avais trouvé un sponsor. On en avait fait un feuilleton dans le journal pendant 6 mois. Ouais, super. Ça se faisait au grand jour. Hein. C'était, on n'était pas sûr de se qualifier. On se qualifie. On n'était pas sûr de terminer, on a terminé 11e. Toute la nuit, il y avait des lecteurs avec une banderole Allez MJ. C'était une opération formidable. Il y avait c'était une équipe conjointe de journalistes et de lecteurs. C'est-à-dire qu'on avait confié à des lecteurs plein de postes de l'équipe. Il y en avait un qui faisait le panotage, il y en a un qui faisait la cuisine, il y en a un qui faisait l'ambulancier, il y en a un qui faisait le kiné. C'était vraiment une profonde osmose entre quand je dis les journalistes, les journalistes du service essai de Moto Journal. C'est notre homme des mesures qui s'appelait Stéphane Coutel, qui était le team manager, quoi. Et je me souviendrai toujours qu'à 4h du matin, il pleuvait et tout, et qu'il regardait. Évidemment, je n'avais pas dormi une seconde, quoi. Et je vois mon Coutel qui regarde le ciel anxieux en disant c'est des motos, et puis ça roule vite, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on met comme pneus et tout. Et c'était sa responsabilité. Ouais. Et c'était une vraie responsabilité. C'était une équipe de course aux 24 heures de Mans Moto, la plus grande épreuve de l'année en moto. Et puis on rentre tous exténués, boucler le canard, où on racontait tout ça. Et je crois que le lendemain, je suis convoqué. Oula. Vous avez dépensé trop d'argent. On entame une procédure de licenciement avec vous. D'accord. Qu'est-ce qu'il avait fait, mon éditeur ? Mon sponsor, tout le fric qu'on avait trouvé, il l'a mis côté chiffre d'affaires pub, et toutes les dépenses, il les a mis sur la rédaction. Alors que c'était une affaire blanche. Hein. C'était et donc le budget rédactionnel explosait. Et j'ai eu beau le démontrer de 1000 façons différentes, c'est quand on dépasse son budget, on coupe la tête avec la logique de courte vue. Donc j'ai été viré. C'est la seule fois de ma vie que j'ai embauché un avocat. Et je suis resté 1 an et demi et je crois que j'ai touché 4 ans de salaire, un truc comme ça. En plus, ils ont perdu du pognon. Mais j'avais mon dossier, hein, parce que je répondais à toutes les notes par Internet. Je répondais avec des arguments, hein, parce que je m'étais battu comme un chien dans cette procédure de licenciement que je n'acceptais pas. Bref, l'avocat, en 1 semaine, il m'a obtenu. C'était la meilleure affaire de ma vie. Voilà. Donc un petit tour dans la presse moto, un petit tour dans la presse politique. Ouais. Parce qu'il faut bien mettre un beefsteak dans la poêle.
J'étais rédacteur en chef de 5 choses en même temps. C'est-à-dire la lettre des nominations dans la fonction publique. C'était de la presse professionnelle. La lettre de la modernisation de l'État, le mensuel acteur public, et puis on faisait des compilations annuelles pour le Sénat. J'étais rédacteur en chef de 4 choses. Et dans les 4 domaines, j'ai fait des nouvelles formules. Je faisais ça facilement et puis, mais malheureusement, là encore, comme quoi il faut toujours travailler ensemble. Au début, dans Acteur Public, on avait un cahier photo de 12 pages. Au début, le patron me demande à changer une photo. Moi, je me dis, c'est le patron, on va changer sa photo, c'est lui le patron. Et puis le deuxième mois, il veut changer 2 photos. Et puis le troisième mois, il veut changer 3 photos. Et puis le 4e mois, il veut changer 4 photos. Mais c'était vraiment linéaire. Et puis lui qui m'avait fait venir en disant, il travaille pas, mes gars, il faut que tu les remettes au travail. Moi, au bout de 4 mois, déjà, j'étais comme tous les autres dans la rédaction. Ils nous cassaient tellement les pieds et étaient tellement interventionnistes on leur faisait des canards du mieux qu'on pouvait, et c'était un psychopathe, quoi. Et donc je suis parti. Non, je suis pas parti. Lui aussi m'a licencié. Les 3 derniers canards, j'étais licencié. Ah non, je suis allé à VSD aussi. À VSD, alors là, c'était un marécage avec des caïmans. Oh là. Il y avait que des chefs. Aïe. Il n'y avait que des chefs qui défaisaient ce que l'autre avait fait. Et moi, j'étais un des chefs. J'étais content. On m'avait nommé rédacteur en chef adjoint. J'étais fier comme Artaban. Et au bout de 15 jours, je me suis rendu compte que c'était invivable. C'était une armée mexicaine. Exactement, c'était une armée mexicaine. Mais c'est terrible de voir les choses et de voir les choses se déliter et de voir les défauts et puis d'en subir les conséquences. Parce que VSD, ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Et puis Motojournal, l'autre qui a récupéré son jouet, ça a été racheté par Motorevue, alors que c'était le leader, Motojournal, ça a été mangé par le concurrent qui vendait 2 fois moins. On voit les problèmes et on les maintient, coûte que coûte, et puis on tue son canard. C'est arrivé à Autolive, c'est arrivé à Motojournal et c'est arrivé à VSD. C'est terrible. Mais au fond, si ça avait continué tout ça, j'aurais jamais fait d'Ayurveda. Et j'aime tellement ça. Tu vois, on n'a pas de caméra, mais là où on parle, j'ai ma table de massage. C'est ma vie, l'Ayurveda. Le week-end dernier, j'ai fait une journée ayurvédique à Enghien-les-Bains, où il y avait des ateliers tournants, Ayurveda, yoga, parce que c'est la même chose en Inde, et cuisine ayurvédique. Et le matin, on avait fait un speech avec le professeur de yoga, un speech de 2 heures pour parler de notre passion pour l'Ayurveda. Je vis pour ça aujourd'hui, j'adore ça. Mais il y a beaucoup de choses en commun entre tout ce que je t'ai raconté côté journaux et l'Ayurveda, parce qu'en Ayurveda, la grande différence par rapport à la médecine occidentale, c'est que tout le monde est différent. Donc il faut un traitement différent pour tout le monde, en fonction de... Mais il faut voir la couleur des cheveux, il faut voir les yeux, il faut voir les lèvres, il faut voir les ongles, il faut demander ce qu'il y a eu au petit déjeuner. Ce matin, j'ai eu un soin, la dame prenait du café au lait, qui est parfaitement indigeste au petit déjeuner. C'est demander ce qu'il y avait au dîner de la veille. Il faut avoir la même curiosité. C'est une interview à chaque fois, comme un journal, exactement pareil. À part que c'est pas sur l'auto, ni sur la moto, c'est sur la santé et sur la façon de rester en bonne santé, parce que c'est très préventif, et franchement ça me passionne. Quand j'entends les gens repartir et me dire j'ai perdu, des gens qui sont en surpoids, et dire j'ai perdu 15 kilos, mais ça me fait un plaisir, c'est très gratifiant, ça me fait un grand plaisir. C'est comme si j'ai rencontré un lecteur à chaque fois, quoi. En fait, quelque part, tous ces gens t'ont un peu dégoûté du monde de la presse et t'as retrouvé de la sérénité dans cette nouvelle discipline.
Ah oui, de la sérénité, parce que j'adore ça, parce que c'est une passion, en même temps que la passion de l'Inde. Mais je suis pas dégoûté de la presse, hein, je suis pas dégoûté de l'automobile. Hier, j'ai suivi le Grand Prix de Turquie, et avec passion et de bout en bout. Je suis revenu à ma passion première qui est le sport automobile. J'ai été interviewé il y a quelques mois dans Auto Hebdo, où je racontais à peu près les mêmes choses. J'ai encore beaucoup d'amis, tu en es la preuve, dans la presse automobile. Je fais aucun rejet par rapport à ça. En revanche, j'ai découvert... Je me suis tellement battu contre mes patrons aussi, pour les raisons que je t'expliquais. Quand ils faisaient des erreurs, je me battais contre eux. Là, l'Ayurveda, je suis mon propre chef. Je fais les choses comme je les sens, et puis ça me passionne. Donc je demande pas beaucoup plus. Je gagne plutôt moins d'argent, mais je suis encore plus heureux parce que il n'y a pas à ferrailler. S'il y a à ferrailler, c'est pour trouver la bonne solution aux gens qui viennent m'exposer un problème. Mais j'ai pas à me battre contre des patrons qui prennent des décisions quand elles sont pas bonnes. Est-ce que tu lis encore la presse auto aujourd'hui ? Oui, je la lis pas, je la dévore. Et j'ai encore 2 abonnements dans la grande presse. Je dis ça avec des guillemets parce que j'adore encore les journaux et je les lis de la première page à la dernière. Mais j'aime bien, j'adore par exemple, je suis abonné au 1. Le 1, c'est quelque chose de novateur. C'est un canard qui on tourne pas les pages, on les déplie. On lit un article sur une page, puis après un article sur 2 pages, puis on déplie et puis c'est sur 4 pages, et puis on déplie complètement et c'est sur tout l'ensemble. Évidemment, c'est difficile de lire ça dans le métro, mais c'est un régal de lire ce canard. Et eux aussi, ils font des hors-séries et ils sont passionnants. Bon, voilà, dès qu'il y a une nouveauté dans les journaux, ça me réjouit. Ça me réjouit l'âme et je me jette dessus. Et ben justement, j'ai une question d'un auditeur qui t'en a posé une tout à l'heure, qui s'appelle Nicolas. Quel concept de magazine auto aimerais-tu ou aurais-tu aimé lancer ? En plus de tous ceux qui ont existé, oui, absolument. J'aimerais aujourd'hui faire défendre les automobilistes, non pas sur les voitures elles-mêmes, mais par rapport à tout ce qui se fait sur le côté voiture électrique. Il y a des gros pièges. La Tesla, il ne faut pas brûler dans une Tesla, on ne peut pas ouvrir la porte. Je voudrais guider les gens qui... l'industrie automobile, elle se porte très mal en ce moment, et je voudrais guider les gens... Pas eux, mais guider les automobilistes avec toutes ces nouvelles normes de restriction de la vitesse, de réduction de chasse à l'automobiliste. Et je crois qu'il y a plus que jamais à les défendre parce que personne ne les défend comme il faudrait le faire, en ferraillant. Et chez les automobilistes, pourquoi on dit que ce sont des vaches à lait ? C'est parce qu'ils sont très nombreux et puis ils disent rien. Les motards en colère, ils obtiennent des choses, hein. Il n'y a pas l'équivalent en automobile. Voilà, j'aimerais bien faire les automobilistes. J'aime pas le principe de colère. La colère, en termes ayurvédiques, c'est un pitta disorder. Mais en ferraillant, en se battant, il faut dépasser, il faut s'engager auprès des lecteurs. Il faut faire de la presse automobile engagé. Faut pas être tout le monde arrive dans la presse en disant il faut être objectif. Non, il faut être subjectif. Il faut raconter de l'eau chaude, brûlante ou très très froide, glaciale, mais il faut pas raconter de l'eau tiède. Donc voilà le genre de canard que je voudrais faire. Toujours la même idée d'être auprès des automobilistes, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu tenais exactement le même discours il y a 20 ans. Tu as toujours cette même énergie, cette même pugnacité. C'est très et gentil. cette passion pour la presse qui transpire encore. Tu vois, t'as beau ne plus y être. C'est très gentil de le dire, mais ça m'a beaucoup servi dans l'Ayurveda parce que c'est bien joli d'arriver en disant « haha, je vais faire l'Ayurveda », mais j'ai beaucoup écrit d'articles gratuitement. En négociant la chose suivante, je vous donne un article gratuit, mais mettez mes coordonnées.
Et c'est comme ça que peu à peu, je me suis fait une clientèle avec mes coordonnées dans les canards sur la santé ou quoi. Donc, c'est pas... j'ai pas arrêté le journalisme, hein. Simplement, en ce moment, c'est un autre sujet. Ouais. Mais j'ai pas arrêté le journalisme, hein. J'écris encore des articles. Et puis, pendant le confinement... comme tout ça s'était arrêté, l'Ayurveda pour moi et les journaux, on ne pouvait pas trop aller les acheter, j'ai écrit l'histoire de mon grand-père indien. C'est encore une forme de journalisme aussi, parce que c'était en même temps un résumé de tous mes voyages en Inde, et j'aime encore beaucoup l'encre et le papier. On sort un peu du cadre automobile, mais on reste dans l'univers de la passion. Tu sais, dans ce podcast, j'adore justement déborder le cadre automobile, parce que pour moi, l'automobile, c'est juste c'est le point de départ, en fait. Et après, il y a des histoires de bagnoles et d'histoires de gens autour de ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai plus qu'à te le donner, ce livret. Et ce sera avec plaisir. Et tu me le dédicaceras, bien sûr. Et comment, bien sûr. Bon alors, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas écouté les précédents épisodes du podcast. Je l'avoue. C'est que je suis un peu fâché avec les machines. Dans la vie, je suis fâché avec les clés et avec les machines. Mais ces épisodes, je les conclue toujours avec 4 questions rituelles. Alors, il se trouve que ça va peut-être être un peu plus compliqué pour toi parce que c'est des questions qui tournent beaucoup autour de la voiture, de la possession, des souvenirs qu'on en a. Et je sais que toi, la voiture que tu utilises le plus souvent, c'est le métro. Le métro ou le bus ou le RER ou le train. Donc, comme la première question, c'est ta dernière recherche sur les sites de petites annonces automobiles, a priori, ça fait longtemps que t'as pas consulté les petites annonces automobiles. J'ai surtout cherché un TGV pour aller retrouver Bernard Assé dans le Pays Basque. Bernard Assé avec qui on est resté très amis. Donc, bien sûr. Il y a un peu d'automobile là-dedans. Bon, donc celle-là, elle tombe un peu à plat. Par contre, la suivante, ton meilleur souvenir de road trip, t'en as forcément un. Ça, c'est une bonne question, ça. C'est mon meilleur... je vais citer Paris-Dakar. Ouais. C'était parce que j'ai suivi en voiture avec l'agence photo DPPI et j'en garde un souvenir ému. C'était le Grand Paris-Dakar en Afrique, avec Thierry Sabine, avec... la grande époque du Dakar. La grande époque du Dakar. Et c'était directement après la Formule 1. Donc c'était un monde totalement nouveau. Il n'y avait plus les Sheraton, il n'y avait plus les voitures de location, il n'y avait plus les accréditations surchargées. C'était de la démerde et de la débrouille du matin au soir, et puis on dormait à la baie des Étoiles, mais le ciel était si beau, les gens si gentils, et les aventures sportives si grandes. Donc c'était pas mon road trip, mais c'était les road trips qui m'ont sans doute le plus plu. Je sais pas si je suis dans l'épure de la réponse, mais c'est... Ça me paraît pas mal. Alors la question d'après, je pense que tu vas être encore mal à l'aise pour répondre. La question d'après, c'est la question du garage idéal, où tu es censé mettre 4 voitures, t'as pas de limite de budget, et 4 voitures qui te font le plus rêver. Est-ce que tu as un garage idéal, Eric ? Oui. Je voudrais une Smart, Ça peut être des voitures de toutes les époques, des voitures de course, tout ce que tu veux, vraiment. Je voudrais une Smart. Ouais. Je voudrais la petite Citroën, là, je sais même pas comment elle s'appelle, la toute petite Citroën. La toute petite. La petite électrique, là. L'Ami, ouais. En gros, je voudrais des voitures toutes petites et qui polluent pas ou peu, et qui se garent facilement et qui sont des citadines. Je ne me sens bien que dans les villes. Et puis pour moi, la voiture, je ferai une exception. Je prendrais une Renault Espace. Parce que je crois qu'on n'a jamais fait aussi bien en termes de pluridisciplinarité pour partir dans le Pays Basque, pour aller acheter du vin, pour aller promener ses neveux et ses nièces, pour moi c'est la voiture idéale, la Renault Espace. Alors quelle génération du coup ? Parce qu'il y en a eu 4, 5 ? Pour moi la plus aboutie, c'est la 3e. Ouais. C'est une Matra encore. Ouais, c'est vrai. Matra, c'est une aventure sur les circuits, mais c'est une aventure aussi moins connue parce que c'était vendu sous la marque Renault. Mais ils ont fait des voitures vraiment novatrices. Avec le Rancho, tous les SUV d'aujourd'hui, ils ne font que le Rancho un peu mieux. Ouais, et le Rancho, c'est un truc qui était fait avec
Philippe Guédon, il m'a raconté ça. C'était fait avec un budget ridicule. C'était fait avec des pièces de Simca 1100. Ouais. Ils ont été vraiment novateurs en produits aussi. Ils n'ont pas fait que gagner des courses. Et je dois dire que c'était des concepts formidables et c'est eux qui ont inventé l'espace. Et je crois que la 4e, c'était un marché de dupes. C'est qu'il y avait un projet chez Renault qui était l'Avantime. Oui. Et puis Renault, ils adoraient l'espace, ils voulaient la faire eux-mêmes en fer parce que ça coûtait moins cher à faire qu'en plastique. Et ils ont fait, eux, la 4e version de l'espace. Ouais. Mais j'avoue que j'aimais mieux la 3e. Et voilà, je pense avoir répondu à tes questions. C'est ma voiture idéale. Écoute, c'est pas mal. Et alors du coup, si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait le Renault Espace? Ça peut être complètement autre chose. Hein. Pour la passion, j'aimerais bien conduire une fois une McLaren F1. Pour moi, ça a été... McLaren F1 jusqu'à la fin de tes jours, c'est bien ça, ouais. C'était franchement... Gordon Murray, il a fait des Formule 1 sublimes, mais alors avec la McLaren F1, il a eu un coup de maître absolu. Ouais. C'est en tant que qualité automobile, je crois pas qu'il y ait eu mieux. C'est une voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Hein. Ouais. Alors qu'elle n'était pas du tout faite pour courir. Alors qu'elle n'était pas faite pour courir du tout. Ce qui montre encore plus sa pluridisciplinarité, quoi. Donc, tu as fini par me faire craquer sur une voiture de rêve. J'ai réussi. Mais bravo. C'est vraiment une voiture de rêve parce que la dernière s'est échangée pour un peu plus de 20 millions de dollars là, en Californie cet été. Ouais. Une table de massage, ça coûte un peu moins cher. Ça peut emmener loin aussi, une table de massage. C'est franchement, créer de la santé, c'est un énorme plaisir aussi. Vraiment. Eric, merci infiniment. Merci de tes questions et puis c'était un plaisir d'y répondre et je l'ai fait de façon la plus directe possible, j'espère. Ouais, je suis d'accord. Et en tout cas, 1000 fois d'avoir si bien suivi tout ça. Écoute, non mais c'est vrai en plus. Même mes neveux et nièces ne connaissent pas tout ça. Écoute, je suis super content, c'est drôle parce que des fois il y a même des gens qui me disent tiens, tu vois, je connaissais pas un tel aussi bien et du coup grâce à ton podcast j'ai appris des choses sur et des fois des gens très très proches, donc ça me fait très rire quoi. Donc merci. J'espère que, je pense que avec toutes les petites histoires que tu as racontées qui sont fascinantes, je pense que nos auditeurs seront rassasiés d'anecdotes. Merci d'avoir écouté notre conversation, merci aux auditeurs. Et puis moi, il me reste à te faire une dédicace. Ouais, super. Merci Eric, à bientôt. À bientôt. J'espère que ça vous a plu, j'imagine que oui, parce qu'Eric nous en a raconté quelques-unes de belles, là, on s'est bien marré, je crois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, y compris sur YouTube. Vous pouvez aussi laisser une note, un commentaire sur la plateforme où vous récupérez ces podcasts, c'est bien, ça peut m'aider à le faire un peu booster, quoi, c'est pas mal. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez me contacter directement, il y a un mail, histoiredauto@gmail.com. Et puis n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un épisode tous les 1er et 15 du mois. À la prochaine, bonne route!